Comme je le racontais lors de ma première vidéo, la place d'Armes est le cœur historique de Montréal où se déploient 3 siècles d'architecture. Le vieux séminaire de Saint-Sulpice de 1684 rappelle les origines de la Nouvelle-France. La basilique Notre-Dame de 1829 incarne la ferveur religieuse des Canadiens français. Le siège social néoclassique de la Banque de Montréal illustre l'établissement du capital anglophone et les édifices de la New York Life et de la Royal Trust annoncent les prémices de la construction en hauteur, tandis que l'architecture internationale de la tour de la Banque canadienne nationale nous place dans l'ouverture vers le monde des années 60. Mais dans cette ligne du temps architectural, une structure marque l'entrée définitive de la métropole dans la modernité du 20e siècle. Cet immeuble n'est pas simplement une tour de bureau, il est le manifeste de l'extravagance et du succès économique des années folles. Sa construction débute en 1929, à l'apogée d'une décennie de prospérité économique. 3 mois plus tard, le crash boursier fait trembler les fondations de l'économie mondiale. Par une résilience remarquable, le projet sort tout de même de terre. À son achèvement en 1931, il est célébré par les médias comme l'une des structures les plus gracieuses de la ville, marquant le véritable début de l'ère des gratte-ciels à Montréal. Mon nom est Martin Bérubé et aujourd'hui, dans cette nouvelle histoire d'archives, je vous présente l'histoire de l'édifice Aldred. Avant l'édifice Aldred, le lot abrite plusieurs bâtiments de l'époque victorienne qui représentent le tissu financier et culturel du quartier. Parmi eux se trouve l'imposant édifice de la Banque provinciale du Canada, une structure qui avait précédemment abrité la Montreal Business School et la Banque Jacques-Cartier, une institution pivot du capitalisme canadien-français de la fin du 19e siècle. Voisin de la banque se trouve l'édifice de la librairie et papeterie Granger et Frères, un commerce emblématique pour les Montréalais. La démolition de ces bâtiments à l'architecture ornée marque une rupture urbaine audacieuse. Des promoteurs effacent un pan de la ville du 19e siècle pour implanter une architecture tournée vers l'avenir. Ici débute la métamorphose de la rue Saint-Jacques et de la place d'Armes, qui passe d'un centre d'affaires victorien à un véritable Wall Street canadien dominé par les géants de la haute finance. Ce changement est la vision de John Edward Aldred, né en 1864 à Lawrence, au Massachusetts, où il fait rapidement sa marque dans le milieu bancaire. En 1898, il se tourne vers le Québec et participe à la fondation de la Shawinigan Water and Power Company et en devient le président de 1909 à 1933. Sous sa gouverne, cette entreprise devient un géant d'énergie, électrifiant Montréal dès 1903 et propulsant le Québec dans une période d'industrialisation, en plus de fonder la ville de Shawinigan. Vers 1915, il fonde sa propre maison de courtage et banque d'investissement, la Aldred Company Limited, qui possède des succursales à New York, Londres, Paris et Montréal. Il désire bien plus qu'un simple immeuble de bureau et il fait appel à Ernest Isbell Barrett de la firme Barrett Blackadder, une figure incontournable de l'architecture canadienne. Né le 25 mars 1884 à Canastota dans l'État de New York, Barrett étudie l'architecture à l'Université de Syracuse, puis en 1911, il s'installe à Montréal à titre de dessinateur en chef pour le grand projet d'agrandissement de la gare Windsor, une mission qui le convainc d'y établir définitivement sa carrière. Avec sa propre agence, Barrett a déjà profondément redessiné le paysage montréalais. Il signe notamment les plans du Théâtre Saint-Denis, de l'immeuble de la Canada Cement sur le Square Philip, de l'agrandissement du grand magasin Henry Morgan et de l'imposant siège social de la Compagnie Bell sur la côte du Beaver Hall. La forme pyramidale de l'édifice Aldred, caractéristique de l'esthétique Art déco, n'est pas uniquement le fruit d'un choix artistique, mais bien la réponse directe à une refonte de la réglementation municipale concernant les limites de hauteur des gratte-ciels à Montréal. Depuis 1901, par l'entremise du règlement 260, la Ville de Montréal limite la hauteur des bâtiments à 40 mètres, soit un maximum de 10 étages. Les autorités municipales craignent que la prolifération de tours immenses ne transforme les rues étroites du Vieux-Montréal en canyons sombres et étouffants, privés de lumière et d'air frais. Sous la pression du développement économique, Montréal adopte en 1929 un règlement qui lève la limite stricte. Notre édifice démontre un changement important dans l'histoire de l'architecture montréalaise. L'abandon des détails classiques des colonnes soutenant des frontons triangulaires au profit d'un style moderne. Ce style, c'est l'Art déco. Né en France au début du 20e siècle, ce mouvement devient rapidement le langage visuel de la modernité. Le nom provient de l'Exposition internationale des arts décoratifs
un événement majeur tenu à Paris en 1925 où ce style a été officiellement présenté au grand public. On retrouve ce type de design partout, de l'architecture en passant par le design industriel, la mode et la publicité. Caractérisé par une esthétique géométrique et stylisée, l'art déco met de l'avant des lignes droites épurées, des motifs symétriques et simples qui s'inspirent de diverses influences, notamment des arts africains, asiatiques et égyptiens. De plus, l'art déco tend à s'adapter à son contexte régional. Par exemple, l'architecte a délibérément intégré des motifs imitant la flore et la faune locale. Les bas-reliefs situés au-dessus des portes et des fenêtres du rez-de-chaussée représentent des feuilles et des branches d'arbres indigènes tels que l'érable, le pin et le chêne, ancrant ainsi l'identité du Québec en même la façade. À l'intérieur, cette thématique se poursuit avec des panneaux en bronze illustrant des escargots, des plantes et des oiseaux perchés sur des fils télégraphiques. Montréal regorge d'exemples d'art déco. Pensons au pavillon Roger Gaudry de l'Université de Montréal par Ernest Cormier, le Old Renfrew de Rawson McDonald, l'Auditorium de Verdun de Anastase Gravel ou le Marché Atwater de Luger Lemieux. Mais il est difficile de parler de l'art déco à Montréal sans mentionner l'iconique restaurant du 9e du Centre Eaton par Jacques et Natacha Carlu. L'art déco décline à partir de la fin des années 30, notamment avec la Seconde Guerre mondiale qui entraîne des changements économiques et sociaux importants. Après la guerre, des styles plus fonctionnels comme le modernisme prennent le dessus. La construction du gratte-ciel entamée en juillet 1929 représente le défi d'insérer un édifice hyper moderne dans une place historique. Le terrain choisi mesure approximativement 1672 mètres carrés avec 30 mètres sur la place d'Armes et 55 mètres donnant sur la rue Notre-Dame. Parmi les défis, on remarque que la place d'Armes et la rue Notre-Dame ne se croisent pas à 90 degrés. Barrett résout cette anomalie en alignant les premiers étages avec la rue, puis en redressant la tour à partir du premier retrait avec une telle subtilité que le passant moyen ne le remarquera jamais. Mais alors que les fondations sont à peine coulées, le monde financier bascule tragiquement avec le crash boursier d'octobre 1929. Cet effondrement historique marque la fin brutale des années folles, plongeant du jour au lendemain la société nord-américaine dans la Grande Dépression et installant un climat d'incertitude terrifiant. Dans un geste de résilience et d'une audace remarquable face à l'adversité, bénéficiant d'une main-d'œuvre soudainement abondante et bon marché, le projet montréalais refuse de s'incliner. Au contraire, il progresse sans relâche tout au long de l'année 1930. Le bâtiment s'élève rapidement et démontre l'extravagance de son époque par son utilisation somptueuse de matériaux nobles. D'ailleurs, le calcaire est tiré de la même carrière que celle qui habille l'Empire State Building. Achevé au printemps 1931 pour la somme colossale d'un peu moins de 3 millions de dollars, l'édifice culmine à 97 mètres pour un total de 23 étages hors sol. À l'extérieur, on remarque que les fenêtres et les portails sont décorés de grilles de métal travaillées de façon élégante. À l'intérieur, les espaces publics sont encadrés par une sélection de marbres luxueux qui, dans les lobées, mènent aux portes de bronze gravées des ascenseurs. Justement, les déplacements verticaux sont assurés par 6 ascenseurs Otis Phantom à la fine pointe de la technologie, filant à 213 mètres par minute, une installation qui a coûté à elle seule 195 000 $. L'immeuble comprend également un système de ventilation conditionné pour les 9 premiers étages, un aspirateur central, des horloges électriques synchronisées, un incinérateur et même une machine à ozone dans les cuisines pour éliminer les odeurs. Dès son inauguration, l'édifice Aldred innove sur le marché immobilier montréalais en étant en grande partie destiné à la location. La société commanditaire s'installe dans les luxueux 17e et 18e étages qu'elle conserve jusqu'aux environs de 1945. Le prestige de l'adresse agit immédiatement comme un aimant. Bien que le crash boursier ralentisse la location initiale, l'édifice abrite déjà une trentaine de compagnies à l'été 1931 et en 1935, ce chiffre bondit à plus de 80 adresses de bureaux regroupant plus d'une centaine de firmes professionnelles. Près du palais de justice, du port, de la bourse et des grandes banques, on vise stratégiquement une riche clientèle, notamment des cabinets d'avocats, de notaires et de comptables qui louent massivement les lieux, transformant la tour en un véritable carrefour du pouvoir financier et juridique. En 1941, le Prudential Insurance Company of America s'emporte acquéreur, suivi en 1960 par le groupe d'assurance québécois La Prévoyance, qui occupe l'immeuble et lui donne son nom jusqu'en 1985. Au milieu des années 80, quand la Prévoyance déménage pour des nouveaux locaux à l'angle des rues Peel et boulevard René-Lévesque,
La tour est vendue pour environ 7 millions de dollars à un groupe d'investissement montréalais et l'édifice retrouve alors fièrement son nom d'origine. L'édifice Aldred dépasse sa fonction première de complexe de bureaux pour s'inscrire comme un monument inestimable au patrimoine canadien. Il marque le début de l'ère moderne à Montréal, catalysant l'évolution des lois d'urbanisme qui ont sculpté la verticalité de la ville. Ses lignes fuyantes et ses détails géométriques témoignent de l'adaptation magistrale de l'art déco européen au contexte nord-américain, faisant écho avec fierté au gigantisme des gratte-ciels américains comme le Chrysler Building ou l'Empire State Building de New York. L'architecte Ernest Isbell Barrett s'est éteint en 1966, ayant eu le temps de voir son chef-d'œuvre être dépassé en hauteur par les vastes tours de l'époque internationale, comme la tour de la Banque nationale située de l'autre côté de la place. Même s'il a été submergé en taille, l'édifice Aldred n'a jamais été éclipsé en beauté ni en signification architecturale. Le Aldred n'est pas l'immeuble le plus souvent mentionné dans les conversations sur l'architecture de Montréal. Ses places sont souvent réservées aux classiques comme la Basilique Notre-Dame, la Sun Life ou la gare Windsor. Mais à travers les décennies, il demeure un témoin silencieux et grandiose des ambitions vertigineuses d'une métropole, représentant parfaitement son époque dans la collection d'immeubles éclectiques qui entourent la place d'Armes. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Je vous invite à vous joindre à mon bulletin d'information sur Montréal. Le lien est dans les commentaires et si ce sujet vous intéresse, vous retrouverez aussi dans la description toutes les sources utilisées dans cette vidéo. Pour le moment, mon nom est encore Martin Bérubé et je souhaite de vous revoir lors d'une prochaine Histoire d'archives.